Une femme est censée être élégante, petite, fragile, douce. Une femme très grande n'incarne aucune de ces qualités a priori. Et à partir de là, les réactions peuvent être diverses et variées, mais plutôt négatives ou plutôt gênées. En tout cas, ça crée de la gêne sociale. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole à l'œuvre, des sociologies du genre à la stigmatisation des femmes très grandes dans le quotidien, en passant par la place des femmes dans le jazz. Marie Buscato creuse inlassablement les lieux de discrimination envers la gente féminine. Professeure de sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l'IDES, elle a commis plusieurs ouvrages dont 2 vont plus particulièrement être abordés aujourd'hui. Femmes du jazz, paru en 2007 et réédité en 2018, et puis, plus récemment, La très grande taille au féminin. Les 2 ouvrages sont disponibles chez CNRS Éditions. Bonjour Marie Buscato. Bonjour. Merci d'être présente avec nous. Alors, je voudrais commencer par Femmes du jazz. On va faire chronologique. Dans votre constat que vous faites et que vous développez tout au long de cet ouvrage, j'ai relevé 2 dimensions, il y en a sûrement d'autres. D'une part, la question du chant, où les femmes sont majoritaires, 65%, mais très dévalorisées. Et d'autre part, la question des instrumentistes, où les femmes ne pèsent que 4%, donc elles sont largement minoritaires. Parlons d'abord des femmes chanteuses. Quel est le constat que vous avez pu faire Nous, on a en tête, quand on est un vulgus pecus, on se dit, oh là là, Ella Fitzgerald, enfin toutes les Sarah Vaughan, enfin toutes ces grandes chanteuses, on se dit, c'est formidable, c'est magnifique. Or, la réalité que vous avez découverte n'est pas tout à fait celle-là. En fait, c'est vrai qu'il y a un côté un peu paradoxal, qui est assez courant d'ailleurs dès qu'on se pose la question des femmes dans des professions dites féminines, c'est que les chanteuses sont plutôt celles qui attirent les regards du public, c'est là où sont les plus grandes ventes encore aujourd'hui, et en même temps, dans leur propre monde professionnel, elles sont peu valorisées comme musiciennes. Et le prix qu'elles payent, qui est assez lourd en fait à porter si on veut construire une carrière professionnelle, c'est qu'en fait on ne les invite pas ou très peu dans les groupes de jazz. Or, le jazz, c'est une économie très, très faible pour les chanteuses comme pour les musiciens et les musiciennes et les instrumentistes. Et donc, ne pas être invité veut dire qu'on ne pourra pas vraiment en vivre et on aura du mal à être reconnu pleinement comme professionnel du jazz, de la musique. Au-delà, finalement, du fait qu'on peut avoir un public quand on est sur scène, le problème, c'est d'y accéder, en fait. Parce que le principe du jazz, c'est de participer à différents groupes aussi. C'est d'avoir le sien et en même temps d'être invité par d'autres groupes. À l'exception de quelques stars internationales qui vont pouvoir vivre sous leur nom, la plupart des musiciens et des musiciennes de jazz ont besoin, même pour les plus reconnus, d'être invités régulièrement dans des duos, des trios, dans des orchestres. C'est à la fois très valorisé parce que ça leur permet d'arriver en tant que sideman, sidewoman, sans avoir à écrire la musique, sans avoir à la préparer, sans avoir à trouver les plans qui leur permettent de vivre. Et c'est aussi nécessaire pour pouvoir, dans l'année, vivre de sa musique, tout simplement. Ce qui m'a frappé parce que vous avez interviewé énormément vous êtes entretenu, c'est pas une interview, c'est des longs entretiens que vous avez fait avec beaucoup d'artistes, qui est très frappant. Alors on relevait quelques passages, mais on va aller à l'essentiel. C'est presque une forme de mépris ou de mépris, peut-être un jugement de ma part. Alors une sorte mais en tout cas quelque chose qui dans de la négligence envers les femmes chanteuses de la part de beaucoup d'instrumentistes qui estiment que quand ils jouent pour des femmes, c'est commercial. Grosso modo, et que quand il n'y a pas de femmes, ils jouent de la vraie musique. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'il m'a fallu détricoter à travers l'analyse, c'est de montrer que, effectivement, parfois, les hommes et les femmes chanteuses, chanteurs et instrumentistes n'ont pas tout à fait la même conception de l'art musical, ce qui peut faire penser à un instrumentiste qui va moins s'amuser parce qu'il va moins improviser, il va moins passer de temps finalement à faire de la musique créative, mais que même ces femmes chanteuses qui sont créatives, qui sont dans l'improvisation, qui sont dans la création, ne trouvent pas grâce aux yeux des instrumentistes et ne sont pas davantage invitées parce que finalement là, ce sont des stéréotypes contraires, des images négatives, une sexualisation parfois qui se met en place,
qui fait que, malgré eux, de manière souvent très inconsciente, ces hommes ont du mal à les prendre au sérieux, tout simplement. Elles sont jamais dans le bon tempo, elles n'ont pas le bon rythme, pas le bon... elles transposent, parce que beaucoup de chants ont été créés, beaucoup de standards sont... Donc la transposition, par exemple, va très souvent être interprétée comme une faiblesse vocale, là où en fait, elle fait partie un peu du quotidien du chanteur ou de la chanteuse, pour que l'interprétation puisse être plus près des capacités vocales de la personne concernée. Mais voilà, donc on a une situation assez rude, parce qu'il y a à la fois une très grande valorisation de la musique vocale en tant que telle, et l'idéal instrumental, c'est de faire chanter son instrument. C'est une expression qui est beaucoup employée. Et en même temps, quand c'est porté par notamment une femme chanteuse, il est très difficile aux oreilles et aux différents sens de le percevoir autrement que comme un acte qui finalement n'est pas totalement musical, totalement achevé, et en tout cas qui n'atteint pas la pureté instrumentale. Et si on part du côté des instrumentistes, donc je dis que 4% des musiciens instrumentistes sont des femmes. Autre problématique, pour le coup, elles sont extrêmement minoritaires. Ce qui m'a frappé, c'est la relation au couple. C'est-à-dire que vous constatez que les femmes, parfois, arrivent à un peu vivre, pas jamais très longtemps, mais un peu vivre dans ce milieu-là, parce qu'en fait, elles sont en couple avec un instrumentiste masculin. Alors en fait, et on retrouve ça dans d'autres mondes masculins. Quand un monde est masculin, il va être difficile d'accès pour les femmes, le plus souvent, parce que les réseaux sociaux sont masculins, les stéréotypes sont masculins, les règles du jeu sont masculines. Et donc, pour les femmes qui arrivent dans ces milieux-là, si elles arrivent à rentrer, éventuellement à se maintenir, c'est parce qu'elles ont contrecarré, souvent en étant très très bien formées, en ayant des origines sociales plus élevées, parce qu'elles ont appris aussi à jouer avec ces difficultés. Et le couple homogame, c'est-à-dire en sociologie, c'est le fait d'être en couple, notamment avec un instrumentiste ou éventuellement un programmateur ou un critique musical, va être une autre ressource qui va être nécessaire pour une grande partie d'entre elles pour pouvoir vivre de leur musique et éventuellement arriver au plus haut niveau de reconnaissance. Le problème, évidemment, c'est que ce couple homogame, quand il le rompt, et ça arrive quand même régulièrement, on n'est pas ensemble pour faire de la musique, on est ensemble parce qu'on s'aime, et il arrive que ça ne fonctionne plus. À ce moment-là, la femme musicienne tend à perdre les réseaux sociaux qui venaient avec cette relation musicale, les capacités créatives qui accompagnaient cette... Quand l'homme, lui, la poursuit sans problème. Ah ben lui, en fait, c'est son réseau, le plus souvent, c'est pour lui que finalement les choses continuent comme avant, au-delà de la rupture amoureuse qui est bien sûr douloureuse pour l'homme comme pour la femme. Là où pour la femme, le plus souvent, c'est plutôt une perte de capacité professionnelle qui suit. C'est quand même paradoxal d'avoir un style musical qui se revendique d'une liberté quasiment, même jusque dans l'improvisation, et même dans le fait de briser les stéréotypes, notamment pour le coup de couleur. Et qu'à côté de ça, on se retrouve avec des tels... Oui, et en même temps, c'est comme dans le rock, c'est comme dans le rap, ce n'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des mondes qui sont masculins, qui sont organisés, pensés, vécus de manière masculine. Et comme c'est quand même très très difficile de vivre de son art, qu'on soit un homme ou une femme, faut quand même ne jamais oublier que la vie d'artiste est une vie très très difficile et qui demande énormément de sacrifices. Les choses se font de manière quasi naturelle en fait. Et est-ce que, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que votre ouvrage se concentre sur la France. Oui. Et est-ce que vous avez décelé une particularité à la France, ou est-ce que la situation est la même à peu près partout? Alors j'ai eu la chance, comme ça a été publié en 2007 pour la première fois, de communiquer régulièrement sur ce sujet dans d'autres pays, et régulièrement les personnes viennent me voir en me disant mais c'est pareil chez nous, à tel point que le livre vient d'être publié en anglais in extenso. Il est sorti 2021, il va sortir en japonais en septembre. Ah oui, donc c'était ma question d'après, c'est-à-dire 2007 constat, 2018 actualisation du livre, vous faites une postface à ce livre et vous dites que rien n'a changé grosso modo. En fait, j'ai pris là des indices qui permettaient de dire, comme d'ailleurs les mêmes indices fonctionnent encore aujourd'hui, quelques études de partiels, l'analyse de programmes de concerts, etc., qui nous montrent que bon an mal an, on a un monde encore très masculin et très ségrégué. Les trois raisons que j'ai pu y trouver, c'est comme dans le reste de la société, on est quand même dans une société très genrée, on va en parler quand on va parler de la très grande taille, donc tout ça est quand même très naturel, ça commence dès qu'on est dans le ventre de maman, et ça continue à la crèche, à l'école, dans les médias, donc c'est très compliqué de transformer ces comportements. La deuxième raison qui apparaît, c'est qu'on a quand même une idéologie du talent,
Je crois que vous avez invité Rennes Pratt qui montre, avec beaucoup d'autres exemples, à quel point... Voilà, sur l'égalité homme-femme. Oui. Exactement, donc on est quand même... ça, c'est toujours on a très très peur d'agir sur les mondes de l'art, en se disant que on va perdre les talents, on va perdre, etc. Donc là, ça joue beaucoup dans le fait que rien n'est fait. Même par ceux et celles qui ont éventuellement le pouvoir de faire. Et puis la troisième raison, c'est que j'ai déjà dit, c'est que c'est des mondes très concurrentiels, très saturés, très très durs pour les hommes comme pour les femmes. Donc au quotidien, les hommes qui éventuellement ont un peu plus de ressources que les femmes ressentent surtout qu'ils ne savent pas est-ce que l'année prochaine je vais encore vivre de mon art. Leurs potes sont plutôt des hommes, ils jouent ensemble et finalement travailler avec des femmes en dehors de leur compagne, si compagne il y a, et n'est pas envisagé ou n'est pas pensé. Et c'est difficile de faire changer un monde dans lequel tout le monde finalement, d'une manière ou d'une autre, se convainc que ce n'est pas lui ou à elle de transformer les choses. Alors on va faire un petit saut, on quitte le monde de l'art, par contre on quitte pas le monde des discriminations. La très grande taille au féminin qui vient de paraître donc chez CNRS Éditions. Je cite le paradoxe que vous mentionnez en introduction de votre ouvrage, qui est d'une part la valorisation sociale de la grande taille dans les imaginaires et d'autre part la stigmatisation dans le vécu quotidien des femmes qui sont très grandes. Que pouvez-vous nous en dire? En fait, quelles sont les étapes qui construisent cette espèce à la fois pas de la valorisation, mais de la stigmatisation, alors même qu'il y a cette valorisation? Alors, la valorisation concerne la grande taille, c'est-à-dire le fait finalement d'être un peu plus grande que le reste de la population. Et les hommes, les femmes, dans les enquêtes, les sondages, tendent à avoir envie d'avoir plus quelques centimètres de plus, et on valorise quand même beaucoup les mannequins femmes. Absolument. Et les hommes grands, comme l'a très bien montré Nicolas Herpin, ont plus de pouvoir en moyenne que les hommes de moins grande taille. Là, ce dont je parle, c'est la très grande taille, c'est-à-dire ces 2 à 3% de femmes qui sont hors normes, qui alors statistiquement, en prenant les données de l'INSERM, mesuraient plus de 1m77. Et là, on n'est plus dans le fait d'être grande, on est le fait d'être très grande, d'être anormale. Et donc, à partir de là, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la gêne sociale que peut créer la différence. Une femme est censée être élégante, petite, fragile, douce. Une femme très grande n'incarne aucune de ces qualités a priori. Et à partir de là, les réactions peuvent être diverses et variées, mais plutôt négatives ou plutôt gênées. En tout cas, ça crée de la gêne sociale. Ce qui m'a beaucoup frappé, et ça, moi, j'en avais jamais entendu parler, alors même que je suis très grand, mais bon, pour un homme, de fait, la question se pose pas. C'est qu'il y a énormément, je crois que c'est 15, je peux me tromper sur le chiffre, mais je crois que c'est 15 sur 51 qui ont été confrontés à la possibilité de limiter leur taille. C'est-à-dire d'avoir un traitement hormonal, ou même, vous racontez cette anecdote à un moment de cette femme qui se fracassait le genou sur une portière de voiture pour pouvoir, parce qu'en se disant, si mon os est effilé, il arrêtera de se déplacer. Vous avez été confronté à ça. Enfin, comment vous avez... Alors, d'abord... Appréhender cette réalité-là, c'est étonnant. En fait, ça m'est tombé dessus, au sens où, bon, moi, je fais 1m88, comme je le mentionne dans l'ouvrage, et ma fille fait 1m82, donc je suis partie vraiment, elle a 26 ans, donc j'ai commencé mon ouvrage, elle avait une vingtaine d'années, en partie sous son impulsion, d'ailleurs. Et donc, puisqu'on a eu de nombreux débats sur ce sujet, vu que c'était son quotidien dès l'enfance et jusqu'à encore aujourd'hui, évidemment. Et donc, moi, j'avais d'emblée choisi de ne travailler que sur des femmes très grandes. Donc, je ne m'attendais absolument pas à rencontrer des femmes qui avaient envisagé de réduire leur croissance, ou leurs parents l'avaient envisagé, ou un médecin l'avait envisagé, ou éventuellement elle l'avait vécu pour 2 d'entre elles. Et je participe aussi et ça fait partie de mon matériau empirique, à un club des filles très grandes, où ce sujet est très régulièrement abordé, discuté, avec une très grande variété de positions. Des gens qui sont totalement hostiles, qui pensent qu'il faut assumer sa taille et la faire assumer à ses enfants, d'autres au contraire qui pensent que leur vie ayant été un enfer, il ne faut surtout pas que leurs enfants le vivent, d'autres qui s'interrogent, et donc il y a des débats sur comment faire, des gens qui ont peur des conséquences que peuvent avoir les traitements hormonaux. Donc, à titre personnel, la question ne s'est jamais posée pour moi dans ma propre vie, pour mes enfants non plus. Donc ça je savais que ça existait, on m'en avait parlé, je ne l'avais jamais envisagé, et j'ai dû en faire un chapitre complet parce que c'était non seulement, évidemment, au cœur du vécu d'une partie des femmes rencontrées,
finalement elles aillent jusqu'au bout ou pas de la démarche. Et ensuite, le fait même que la question se pose montre bien que je n'ai pas inventé ce stigmate. Si on a envie d'arrêter la croissance, c'est que c'est une souffrance. On ne va pas avoir un médecin ou casser ses genoux parce qu'on trouve ça sympathique. Oui, alors il y a ce cas extrême de cette fille qui se fracasse les genoux sur la porte de la voiture, mais c'est aussi une projection. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs des personnes que vous avez interviewées, ce sont les parents qui voulaient ou qui proposaient, ou les médecins, parce qu'en fait, c'était presque... Oui, mais les parents, les médecins ou les personnes concernées veulent le meilleur pour elles-mêmes et pour leur progéniture. Certainement. Et donc, le meilleur n'est pas d'être grand. C'est juste ça. D'être très grand, pardon. Oui. Et effectivement, avec mon éditeur, on a vraiment discuté le fait que très serait en majuscule. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être grand, il s'agit d'être très grande, donc d'être au-dessus de la norme, et à partir de là, d'être très visible. Donc bon, je montre à partir de nombreuses citations et d'exemples que ce qui, pour une grande partie de ces femmes, est très douloureux, c'est d'une part, ne pas être considérées comme des vraies filles, puis des vraies jeunes filles, puis des vraies femmes, aussi bien dans la relation amoureuse, finalement dans l'interaction avec leurs copines. Donc comment elles se construisent en n'étant pas définies d'emblée comme des femmes ou des jeunes femmes ou des jeunes filles. Et deuxième point, l'autre chose qui est douloureuse, c'est que une bonne partie d'entre elles n'a absolument pas envie qu'on les montre du doigt, qu'on leur fasse des remarques, qu'on leur demande si elles jouent au basket, de passer leur journée à voir des gens qui se retournent pour regarder si elles portent des talons. Elles ont envie d'être invisibles. Ou en tout cas, si elles veulent être visibles, ce n'est pas pour leur taille. Et donc, c'est ça qui crée cette sorte de difficulté à s'auto-définir de manière sereine, tranquille. Beaucoup disent, mais j'ai juste envie d'être invisible, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie d'avoir à me positionner toute la journée par rapport à des regards qui ne sont que rarement admiratifs et sympathiques. Et du côté des réponses ou des aides possibles, moi, il y en a deux que je voudrais relever là maintenant. Il y a d'une part l'impuissance de la psychothérapie. Il y a un impensé là de ce côté-là. Et d'autre part, le phénomène des réseaux sociaux virtuels, pour le coup, là on ne parle pas des réseaux sociaux du jazz qui sont des réseaux sociaux réels, mais ces groupes Facebook qui existent et qui sont quand même un endroit où il y a un réconfort. Donc en fait, finalement, le réseau social est presque une psychothérapie par défaut. Alors la première chose, là encore ça m'est tombé dessus, au début je n'avais pas du tout l'intention de travailler sur les psychothérapies, mais à mesure que j'ai avancé, tout le monde avait vu un psychothérapeute ou une psychothérapeute, personne ne l'avait vu pour la taille et personne n'avait travaillé sa taille, même quand ça restait un problème au moment de l'entretien. Parce que comme vous le disiez si bien, les personnes trouvent des solutions, arrivent à le nier ou à le vivre autrement ou à s'en amuser, notamment passer 40, 50 ans, à reconstruire leur féminité autour de la maternité, de la douceur, etc. Donc là, ça m'a intéressé de voir pourquoi elles allaient voir des psychothérapeutes et pourquoi même quand la question de la taille était abordée, ce n'était jamais traité par les personnes concernées, quelle que soit finalement leur formation. Que ce soit des psychanalystes, que ce soit des personnes qui sont dans les méthodes alternatives, la gestalt-thérapie, enfin, le très grand nombre de... Voilà. Et donc, je suis allée voir aussi quelques travaux de psychologues sur ce sujet. La deuxième chose qui était intéressante, c'est qu'effectivement, la première chose qui faisait du bien et qui permettait de sortir de cet imaginaire, c'était le fait de faire des activités collectives, avec des personnes grandes ou pas grandes. Donc ça peut être bien sûr le basket ou le mannequinat, mais ça peut être aussi la musique, les jeux vidéo, le ping-pong. Ce qui compte, c'est le plus tôt possible dans son enfance et son adolescence, d'aller vivre avec des gens, et parce que à mesure que le temps passe avec les personnes concernées, la taille disparaît. Elle est particulièrement structurante dans la relation, dans la rencontre, dans les premières minutes. Mais après, on fait du cheval, on fait de la musique, on joue aux jeux vidéo, on oublie, on devient une personne comme une autre. Les parents, est-ce que justement ils sont très mal à l'aise ou pas, s'ils l'assument ou pas, s'ils le vivent bien? Et puis plus tard, le fait de rencontrer d'autres femmes très grandes, donc ça peut être le basket, vous rencontrez des filles très grandes comme vous, ça peut être le mannequinat, ça peut être aussi dans la rue, ça peut être dans des fêtes. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux numériques, vous avez deux usages intéressants des réseaux sociaux numériques. Celui que vous avez dit, aller sur un club, des femmes très grandes qui vont échanger, comme on peut échanger sur d'autres réalités, et les rencontres Internet, où votre taille, vous l'annoncez, il y a des garçons qui sont mal à l'aise avec ça, ils vous oublient, vous en rencontrez d'autres. Ça évite d'être blessé a priori. Et vous rencontrez, et il y a plusieurs personnes qui ont reconstruit des couples à 20 ans, mais aussi à 50 ans, parfois pour une rencontre d'un soir de type strictement sexuel, parfois pour une vie amoureuse et un mariage.
Et donc là, on est vraiment dans les réseaux sociaux numériques, finalement dans leurs usages les plus positifs imaginables. C'est-à-dire finalement comme des lieux dans lesquels on peut partager cette différence, trouver des chemins. Je vous donne un exemple. Il vient d'avoir une discussion qui a suscité 143 commentaires d'une personne qui a dit on vient encore de me dire que j'étais un mec, je l'ai mal vécu, comment vous vivez ça? Et tout le monde, avec beaucoup de bienveillance, dit moi je fais comme ça, moi je le vis mal aussi, mais on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Et cette personne répondait à chaque fois ça me fait du bien, je suis contente, je ne suis pas la seule, et 2, il y a des solutions, et à charge pour moi d'essayer de trouver ce chemin, éventuellement d'aller voir quelqu'un pour m'aider à le trouver s'il faut. C'est ça qui est très intéressant dans qui rend très vivant votre ouvrage, c'est que vous reproduisez des extraits, parfois in extenso, des conversations entières, montrant tous les mécanismes qui se mettent en place en supprimant des petits détails, mais sur la conversation, ça donne à voir en fait ce qui se joue. J'ai une dernière question que vous n'abordez pas dans votre ouvrage, c'est ma petite question piège de l'entretien. Très bien, tant mieux. Vous mentionnez, vous citez des témoins connus de la très grande taille. Je pense à Wendy Renard, la footballeuse, à Laura Calu. Est-ce qu'il y a un travail, et quel serait-il, un travail à faire du côté de l'art et des représentations artistiques? On a beaucoup évoqué cette question-là dans la table ronde, justement, que vous citiez avec Reine Pratt, Cécile Offroy et Christine Sinapi, sur l'égalité hommes-femmes. On a beaucoup réfléchi sur cette question de la représentation. Est-ce que, selon vous, il y aurait quelque chose à faire de cet ordre-là? Et si oui, quoi? En tout cas, ce qu'il me semble, c'est que les quelques femmes actrices que j'ai pu rencontrer ou qui ont fait l'exercice du théâtre se sont vues en permanence enfermées dans des rôles de sorcières, de femmes dominantes. Et pour ma part, je constate que dès qu'on met des femmes très grandes, on tend à leur associer ces rôles. Elle joue pas Juliette, quoi. Il faut pas qu'elle soit plus grande que le jeune homme, il ne faut pas qu'elle soit... et donc on n'arrive pas à penser ça. Donc peut-être des metteurs en scène, des cinéastes créatifs ou créatives pourraient justement imaginer qu'une femme très grande peut être douce, fragile et incarner des rôles qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, la méchanceté ou la domination. Merci beaucoup, Marie Bouscato. Merci à vous. Petite question que je pose à tous mes invités, un coup de cœur récent que vous avez eu et que vous voulez partager. R.L. Besson. Il n'est pas récent pour ce qui est de la création, mais je l'ai entendu en concert très récemment, à nouveau, sous une nouvelle forme. Et pourquoi ce coup de cœur-là? Alors, les émotions. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vous. Nous sommes un média indépendant, donc tout clic de votre part est une grande aide. Je vous souhaite une bonne journée.